simplement pour vous dire que, en fait, un examen pelvien normal, ça doit être systématisé et pour être significatif, eh bien, c'est vrai que dans le service à Créteil, chez le professeur Nathalie Massin, on a beaucoup réfléchi là-dessus et on a segmenté en 9 compartiments le pelvis de façon à être un peu raccord avec les publications radiologiques et surtout pour apprendre à nos jeunes internes et étudiants du DU comment étudier un bassin, un petit bassin. Et je vous jure que vraiment c'est très simple. Quand on segmente comme ceci le petit bassin de la femme en 9 compartiments central, les 2 compartiments latéraux, puis toute la partie antérieure, le tiers antérieur avec la vessie, les urtères, la partie médiane avec le corps utérin, le col, le torus, le vagin, etc., la partie postérieure, tout ce qui est rectum. C'est extrêmement simple de tout visualiser, d'aller sur les latéraux avec les ligaments utérosacrés et finalement, après une échographie bien faite, ça dure en général chez nous 30 minutes, hein, donc c'est pas beaucoup, c'est pas énorme, mais c'est pas non plus la petite échographie de 10 minutes. Eh bien, on aura vu énormément de choses, sauf un certain nombre de structures comme la partie plus haute que la charnière recto-sigmoïdienne que l'on ne pourra pas individualiser, les vaisseaux iliaques distaux qu'on ne pourra pas non plus voir, et là ça fera partie de l'IRM de complément en fonction des signes cliniques. Diapositive suivante. Je vais vous montrer quelques exemples parce que j'ai quasiment plus de temps, hein, mais la vessie, ça fait partie de nos attributions d'échographistes on étudie toujours par voie vaginale ou par voie abdominale, en tout cas toujours avec une vessie qui est relativement pleine pour pouvoir travailler sur le trigone et les échographistes savent très bien visualiser l'extrémité vésicale des uretères et puis justement voir où se situe le nodule d'endométriose, s'il y en a un, et par rapport au trigone, à quel endroit il est, puisque ce qui nous importe à nous, échographistes, gynécologues ou radiologues, c'est de pouvoir renseigner le médecin qui va recevoir la patiente, que ce soit pour une prise en charge médicale ou pour une prise en charge chirurgicale. Donc il faut vraiment penser comme un chirurgien et penser anatomique. Et je vous ai mis une petite image en bas à droite, c'est la dilatation rénale, puisque il y a une partie de l'urtère qu'on ne verra pas en écho, mais s'il y a une dilatation rénale, on passera à des examens plus importants, plus approfondis. On continue. Vous voyez, on associe évidemment le bidimensionnel qui nous donne tout ce qui est mouvement des tissus, car vous savez que l'intérêt majeur de l'échographie 2D dynamique, c'est de pouvoir voir bouger les tissus. Et nous, en gynéco, c'est un peu le prolongement de l'examen clinique. On va regarder si la vessie est indépendante de l'utérus, si l'utérus est indépendant du rectum, etc. Et on complétera ces sliding signs, hein, donc bien décrits par les Belges et les Anglais depuis très longtemps, par des images 3D multiplans comme ceci, pour avoir des planches anatomiques de la position exacte des nodules vésicaux. Donc vous voyez que chez cette patiente de 35 ans qui avait une dysurie, ben, on comprend pourquoi elle l'a. Voilà, elle a une petite zone nodulaire qui est à l'évidence une image d'endométriose. On continue, on va aller un peu plus vite. Donc là, je vous en ai déjà parlé. Et puis, on va être attiré par les aspects inhabituels de position de l'utérus. Là, c'est un utérus qui n'est ni antéfléchi ni rétrofléchi. Il est retourné sur lui-même comme un petit escargot comme ça. Et bien ça, quand vous posez la sonde d'échographie, déjà l'échographie doit avoir le réflexe de se dire c'est pas normal. Il y a quelque chose qui à droite, donc euh, entre le col et le corps utérin, qui attire, voilà, vous voyez où est la flèche, qui attire cet utérus, qui va le plier en deux, et c'est là qu'on va aller chercher les pathologies du rectum et des ligaments utérosacrés. On continue. Après cet aspect inhabituel de l'utérus, évidemment, on va regarder si les trompes sont normales. Nous, les trompes, on a l'habitude de bien les voir évidemment avec l'hyphosie, mais on peut les voir de façon très naturelle aussi, comme ça, quand on a fait une sonographie, c'est-à-dire qu'on a injecté de l'eau dans la cavité utérine
un examen qui remplace avantageusement l'hystéroscopie et qui n'est pas douloureux et qui permet évidemment là aussi de mettre un petit peu d'eau dans le bas du pelvis et du coup de bien voir les franges du pavillon. On continue on va passer donc sur cette image, cette fameuse image sentinelle de l'endométriome qui est là, sur laquelle on ne va pas s'appesantir, c'est simplement une image signal qu'il va falloir aller chercher ailleurs, des signes d'endométriose, on va aller les voir. Mais ce qui nous intéresse sur cet ovaire, c'est pas l'endométriome qui finalement est bien encapsulé et qui gênera pas, mais c'est la réserve folliculaire en périphérie. C'est ça qui nous intéresse. Et là, on va pas du tout penser comme le chirurgien, là, on va penser comme celui qui est responsable de la fertilité de cette jeune femme. Voilà, si la réserve folliculaire est bonne, alléluia, on continue. On va aller maintenant sur les signes indirects avec ces images que vous connaissez tous, qu'on voit sur les examens d'échographie avec vous voyez ces deux structures d'endométriome qui sont collées au ligament utérosacré, qui sont sous l'utérus. C'est typique d'un pelvis adhérentiel. Et pour nous, échographistes, et en particulier les gynécologues qui avons fait beaucoup de célioscopie, on sait que lorsqu'il y a collage comme ça entre les organes, c'est une intervention très difficile et pas à faire par n'importe qui. Donc voilà, à partir du moment où les organes sont collés, c'est 2-3 heures d'intervention. Alors c'est des choses qu'il faut bien décrire. Qu'est-ce qu'on voit une image que nous connaissons tous, mais quand on regarde par en haut, on voit bien les utérosacrés, les flèches bleues, là, vous voyez, c'est des grosses entités. Et ces utérosacrés, c'est là où va se greffer l'endométriose, hein, comme sur l'ovaire. Eh bien, ces utérosacrés, on les voit très bien en échographie, ainsi que le torus, et ça va être une des zones anatomiques à bien regarder. On va passer là-dessus. Voilà, vous voyez ici ces deux images hyper échogènes avec le torus, et hop, on est repassé de l'autre côté sur l'autre ligament utérosacré. C'est des tendeurs de vélo très blancs, très hyper échogènes, qui sont toujours inférieurs à 3 mm, qui sont distensibles comme des élastiques et qui font pas mal. S'il y a une douleur, l'examen doit être fait extrêmement doucement, hein. Il faut y aller, mais avec une lenteur incroyable, de façon à ne pas faire mal à la patiente. Il faut que la dame descende de la table gynéco avec le sourire, en disant « Vous ne m'avez pas fait mal, docteur, merci ». Et c'est très facile de le faire, il suffit de prendre son temps, de faire des gestes très doux et de prévenir tout ce qu'on fait. Et ce geste distensibilité des ligaments utérosacrés, c'est un des signes essentiels d'absence d'atteinte de ces ligaments utérosacrés par l'endométriose. On continue cette balade dans le pelvis avec la prochaine diapo. Donc, on va passer ça, c'est la cuisine d'échographistes pour les repérer. Puis, vous voyez qu'à partir de cette zone très basse, qui est juste après le col, on va pouvoir dépister ces nodules d'utérus qui sont hypoéchogènes, un peu hétérogènes, jamais vascularisés à l'intérieur. Donc, c'est pas tumoral. C'est ça l'endométriose, hein. Ça commence par ces images primaires. On continue. On va continuer parce que je suis désolé, je n'ai pas la vidéo. Et là, je vous ai fait un schéma pour vous montrer que en échographie, eh ben, on est bon au niveau du tube digestif. On est bon. Il suffit de se rappeler juste des repères anatomiques par rapport au tissu mou. En scanner, en IRM, on va se baser sur les vertèbres. Nous, on va se baser sur l'ensemble des organes. Et au fond du cul-de-sac vaginal, le repère essentiel, c'est le fond du cul-de-sac vaginal où on peut mettre la sonde d'échographie. On est à la hauteur de la fin du moyen rectum. Au-dessus, c'est le haut rectum qui va atteindre à peu près la moitié du corps utérin. Et ensuite, on est sur la charnière recto-sigmoïdienne. Donc, vous voyez, ce qui nous intéresse, c'est les 15 premiers centimètres. Alors, on n'a pas à se préoccuper de savoir l'école du chirurgien, sa chapelle, la façon dont il va opérer. Ce qui nous importe, c'est des critères importants à lui donner. Eh ben, c'est de la topographie et on va pouvoir dire le nodule d'endométriose est situé donc il est par exemple situé au-dessus du cul-de-sac postérieur, il est situé dans les 5 cm
qui balise le haut rectum. Voilà. Donc le chirurgien saura qu'il n'est pas sur le moyen rectum, mais sur le haut rectum, et prendra une décision en fonction de sa façon d'opérer, le robot, le shaving, etc. C'est pas notre problème. On continue à avancer. Et là, on peut continuer parce que malheureusement, c'était une jolie vidéo. C'est pour vous montrer l'image princeps en échographie. C'est de cette rétraction comme, vous voyez, sur une torsion de l'anse intestinale qu'on visualise très très bien également, ce mouvement d'enroulement en cœlioscopie. Donc, c'est hypoéchogène et ça déforme, ça sténose le tube digestif. Et c'est à nous, là aussi, vous verrez, c'est à nous de bien le imaginer. On va passer là-dessus, hein, vous voyez, cette image d'enroulement aussi. Là, la précision de l'échographie 3D est intéressante parce que ça va nous permettre d'avoir le triplan et de pouvoir apprécier la circonférence atteinte par la lésion, en sachant que quand l'atteinte de la circonférence, ce qui est relativement rare, hein, est de 150 à 180 degrés de pénétration dans la musculeuse, il y aura une obligation pour certains chirurgiens de faire une résection segmentaire. Donc le discours du chirurgien sera beaucoup plus sévère et la chirurgie sera beaucoup plus agressive. On continue. Donc on a une technique. Juste avant, c'était la diapo d'avant. Voilà, merci beaucoup. On a une technique pour bien visualiser le cul-de-sac postérieur que vous voyez là, avec le col, c'est d'injecter de l'eau, d'infuser de l'eau dans le vagin. Ça s'appelle une vaginosonographie. Ça permet de bien décoller les tissus et de bien visualiser le cul-de-sac postérieur. Donc, quand on est au fond du cul-de-sac postérieur, on est passé au niveau du moyen rectum. Et là, s'il y a un nodule, on va pouvoir le décrire avec exactitude. Pas besoin d'autre examen que cette échographie pelvienne. On continue. Alors voilà ces images. Vous voyez que, ici, par exemple, vous avez une planche anatomique avec plein de structures, de nodules. Ils sont tous pareils. Pour ceux qui connaissent bien l'écho du sein, ça ressemble à des cancers du sein. Hein. C'est hérissé comme des cancers du sein. Les contours sont plus ou moins réguliers. Là où vous voyez la flèche, il était très régulier. D'autres sont beaucoup plus irréguliers. Et là, il va falloir se demander, alors on a vu la hauteur, on a vu la circonférence, et l'échographiste va se poser la question, jusqu'où ça pénètre? Est-ce que la muqueuse et la sous-muqueuse sont atteintes? On continue. Et on va faire ce qu'on appelle une rectosonographie. La dame est préparée, on lui fait un laxatif la veille, on peut lui en refaire un le matin selon les écoles, on en fait un la veille et un le matin. Elles viennent à l'hôpital, à l'interco, dans le service de PMA en début d'après-midi et on leur fait la rectosonographie, c'est-à-dire qu'on leur infuse au niveau du rectum 200 millilitres de sérum physiologique qui vont dilater les anses et qui vont bien montrer en fait les contours de la muqueuse. La muqueuse est en blanc sur ce que vous voyez là. Vous voyez, le nodule est hypoéchogène en noir. Il a attaqué la musculeuse, mais il n'a pas attaqué la muqueuse. Ouais, Comment? Allô? Je continue. Alors on continue. Et ce que je voulais, dernier message, ce que je voulais vous dire, c'est que l'échographie abdominale est très rentable également par rapport à l'échographie vaginale. Lorsqu'on est chez une jeune fille vierge et qu'on doit l'examiner, je pense que le message, c'est pas de se précipiter et de mettre la jeune fille de 16, 17, 18 ans dans un tunnel d'IRM. Je crois avec une vessie en bonne réplétion et une jeune fille rassurée, on verra très bien les structures de l'endométriose au niveau de l'ovaire et au niveau du haut et du moyen rectum. On peut continuer, et j'en ai fini pour pas vous embêter trop longtemps. Donc vous voyez que le rectum par voie abdominale chez cette jeune fille nous montre qu'il n'y a pas d'atteinte au niveau de la vessie, hein, c'est intéressant, et puis qu'il y a une atteinte au niveau ici, hypoéchogène, vous voyez, du rectum, qui se situe sous le kyste d'endométriose qui fait souffrir cette jeune fille, et juste en dessous, la flèche blanche vous montre cette atteinte de la muqueuse rectale.
On continue. Voilà une autre image où vous avez les ligaments utérosacrés ici, et l'utérus qui sont très augmentés de volume, hyper échogènes, et puis ce petit nodule d'endométriose, vous voyez, qui est là. Donc, on va le décrire avec précision, etc. Mais voilà, on a fait le diagnostic, on a fait le job, et on peut renvoyer la patiente chez son médecin traitant pour prise de décision. Donc, en fait, pour terminer, un petit guide pratique pour les soignants, pour nous. Je pense que d'abord, je pense qu'il faut qu'on travaille en réseau et en particulier, tant bien que mal, depuis un an, on est en train de mettre sur pied et Julien est partie prenante complètement de cette histoire du réseau de dépistage de l'endométriose pour éviter l'errance diagnostique et l'errance thérapeutique. Et évidemment, les médecins internistes comme vous êtes, les gynécologues comme nous sommes, etc., sont là en premier niveau pour dépister d'abord, pour supprimer, raccourcir l'errance thérapeutique, et bien sûr, une fois diagnostiqué, et ça c'est notre travail, de diagnostiquer très précisément en segmentant comme ça l'examen, ce réseau est également là pour nous former ensemble à traiter ces patientes en consultation par le médecin généraliste interniste, par le gynécologue, par l'endocrinologue. Donc j'ai essayé de le résumer dans un tableau comme ça, de façon à ce que un jour, j'espère, on pourra tous travailler ensemble et on fera partie de cette chaîne diagnostique et thérapeutique au sein de la COPIL, mais aussi au sein du réseau du service qui nous permettra de traiter mieux nos patientes, de les prendre en charge plus rapidement. Voilà, et je crois que c'est tout. Je crois qu'il y avait peut-être une dernière diapo avant que vous me viriez. Oui, c'était simplement pour vous donner des fiches de circulation pour les douleurs pelviennes, parce que je voudrais conclure en disant, oui, l'endométriose, bien sûr, mais il n'y a pas que, hein, pas que. Ça a été peut-être surestimé, mais il y a aussi les congestions pelviennes, qui sont des maladies extrêmement invalidantes. Donc, il faut pas traîner à partir du moment où il y a des douleurs, vous le savez mieux que moi. Merci infiniment.